remet des prix aux familles des héros du panafricanisme décédés. L'Éthiopie dit qu'elle ne regardera pas les bras croisés lorsque les bailleurs de fonds occidentaux du TPLF entravent la paix. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du novembre 2. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remis des prix aux familles des dirigeants décédés du 17 pays africains qui ont contribué à la création de l'Union africaine et du mouvement panafricaniste dont l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Le calendrier définitif de la conférence sur la prospective africaine des jeunes s'est tenu au centre de conférence de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Le Premier ministre a également souligné que l'Éthiopie poursuivait l'autonomie et la diplomatie verte pour relever les défis économiques, ajoutant que l'Éthiopie était sur la bonne voie pour exporter du blé vers les pays voisins. Enfin, le Premier ministre a appelé les Africains à rester sur la voie tracée par les ancêtres. Le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré que l'Éthiopie s'engageait à travailler avec l'Union africaine pour mettre en œuvre les décisions du sommet de la jeunesse. Le premier sommet de la jeunesse africaine a été qualifié de plateforme importante pour discuter de diverses questions continentales ainsi que pour cimenter l'unité des Africains. S'adressant à ETV, le ministre d'État des Affaires étrangères Tesfaye Yilma a déclaré que le sommet était essentiel pour identifier les problèmes majeurs du continent. Plus de 42 représentants de la jeunesse africaine ont participé au premier sommet de la jeunesse africaine pour discuter des principaux problèmes continentaux au cours des 4 derniers jours dans la capitale. S'adressant à ETV anglais, le ministre d'État Tesfaye Yilma a déclaré que le premier sommet de la jeunesse africaine était essentiel pour marteler les problèmes continentaux. Selon le ministre d'État, le sommet aide la jeunesse africaine à partager les valeurs communes de ses ancêtres pour transformer l'Afrique en s'acquittant de responsabilités partagées. Les participants, pour leur part, ont déclaré que le premier sommet de la jeunesse africaine était important pour cimenter les problèmes continentaux afin de rechercher les dirigeants du continent. L'ancien président éthiopien Dr Mulatu Teshome a déclaré que les jeunes devraient bénéficier de la création d'un réseau d'infrastructures intégré sur le continent africain. Lors de la conférence de la jeunesse africaine, d'anciens dirigeants ont partagé leur expérience avec les jeunes concernant le panafricanisme. L'ancien président de l'Éthiopie, Dr Mulatu Teshome, a été nommé lors du forum et a déclaré que de nombreux travaux doivent être faits pour que le panafricanisme puisse se développer et se renforcer sur le continent. Mulatu a déclaré que des efforts devraient être faits au niveau international pour l'intégration économique régionale. Il a souligné qu'en évitant les conflits à long terme, le renforcement des liens d'infrastructure devrait créer des opportunités dans les domaines du développement. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, il en dit qu'il est nécessaire d'utiliser le potentiel de la jeunesse et de renforcer son rôle de leadership. L'ancien président du Ghana, Dramani Mahama, a déclaré que l'Afrique a traversé les moments difficiles de la période coloniale et qu'il est nécessaire de tirer parti des espoirs et des opportunités actuelles. À l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed et accueilli par l'Éthiopie, les participants de la première conférence africaine La jeunesse de 42 pays se sont rendus au siège de la police fédérale et ont visité les résultats des réformes. Lorsque les jeunes sont arrivés au siège de l'institution, ils ont été chaleureusement accueillis par les membres de la direction de la police fédérale éthiopienne. Le commissaire général de la police fédérale Damellash Gebra Mikael leur a expliqué les capacités technologiques modernes de la police fédérale éthiopienne et le niveau de changement atteint par l'institution. Ils ont également visité les transitions technologiques modernes qui ont eu lieu.
Dans sa déclaration, le commissaire général d'Amalash Gabra Mikael a déclaré que l'ancien dirigeant sud-africain Nelson Mandela, qui est un symbole de la lutte pour la liberté en Afrique, est entré et s'est entraîné en 1962 alors qu'il luttait pour renverser le régime d'apartheid. Il a déclaré que la police fédérale éthiopienne mettait en œuvre des modèles de services de police communautaires basés sur les données en incluant le rôle de la jeunesse éthiopienne dans la société dans son plan stratégique décennal. Il a également déclaré que la sanction jeunesse de la société est le moteur de la paix et de la stabilité en Éthiopie et joue un rôle majeur dans le soutien de la mission de la police éthiopienne. Il a informé les jeunes que la 24e conférence de l'Association des chefs de police de l'Afrique de l'Est sera organisée par l'Éthiopie du 4 au 9 décembre 2022 à Addis Abeba. Dans un entretien avec l'Agence des Nouvelles éthiopienne, le directeur de la Nations Unies de coordination des affaires humanitaires en Éthiopie, OCHA, a indiqué que l'Éthiopie est vraiment l'exemple assez différent de beaucoup de pays qui est la première entité qui mène l'aide humanitaire, que ce soit des nourritures ou d'autres commodités. Moubarak Moussa a plus. Le directeur de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a noté qu'il se concentre actuellement sur les réponses humanitaires dans le nord du pays, notamment dans les États d'Afar, d'Amara et de Tigray, mais aussi surtout dans l'est et le sud du pays, où l'impact de la sécheresse affecte beaucoup de gens qui n'a été jamais vu auparavant dans le pays. L'Éthiopie, c'est vraiment un exemple qui est assez différent de beaucoup d'autres pays. Il faut bien comprendre que le gouvernement le gouvernement est en premier lieu la première entité qui mène l'aide humanitaire en Éthiopie, que ce soit de la nourriture, mais aussi d'autres sources ou d'autres commodités. Il y a certains arrangements comme ça pour éviter le dédoublement d'actions et pour s'assurer qu'on va pouvoir atteindre toutes les personnes en besoin en Éthiopie. Et ce qui aussi permet qui permet un espace pour un échange et la coordination avec le gouvernement, encore une fois à tous les niveaux, donc du niveau fédéral au niveau régional, au niveau des zones, mais aussi des Woreda ou des Kebele, pour voir ce qui est en place, ce qui est prévu, s'il y a eu un changement de situation, comment il faut ajuster et comment il faut complémenter ces efforts au lieu de faire un dédoublement. Il a également indiqué qu'il a discuté avec la commission de gestion de risques et les ONG pour chercher comment on peut travailler, ajoutant qu'il y a un plan d'étendre ces missions humanitaires dans d'autres parties de la région comme Adargai, Dansha et Walgait. Comme j'ai mentionné, que ce soit pour l'ONU, le OCHA ou d'autres partenaires de l'ONU ou bien d'organisations non gouvernementales internationales ou nationales, on a une présence sur tout le territoire éthiopien, dans tout le pays. Et on a continué à travailler malgré toutes les difficultés qui ont, je dirais, augmenté peut-être après le 24 ou le 25 août cette année. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'arrivait plus à envoyer des convois humanitaires d'une région à une autre, mais sinon au sein de chaque région, que ce soit à Afar, à Amhara, mais au Tigré aussi, on a continué à répondre aux besoins humanitaires malgré les difficultés et au mieux qu'on pouvait le faire. Dans ces dernières semaines, surtout quand on commence à voir des gens qui retournent spontanément ou avec l'assistance d'organisations humanitaires, mais aussi du gouvernement pour retourner dans leur zone d'origine. Et là, on essaie d'ajuster aussi nos programmes pour les soutenir ou les accompagner au moins pendant ces premiers mois de réinstallation. Le directeur a enfin appelé chacun de décharger sa responsabilité en essayant d'apporter un soutien soit à travers les opérateurs humanitaires, mais aussi dans différents moyens en contribuant à cette assistance humanitaire. Quand on dit conflit, on dit qu'il y a des risques ou bien des potentiels d'insécurité, que la situation reste assez volatile et imprévisible.
Donc du coup, on a besoin d'avoir des contacts très très réguliers et très serrés avec les autorités opérationnelles qui sont en charge des opérations pour pouvoir comprendre la situation sur le terrain, mais aussi pour expliquer ce qu'on essaie de faire, les écouter sur leurs priorités et leurs plans d'action et voir comment on peut complémenter nos efforts les uns les autres. Pour l'instant, je pense on est aussi de notre côté, on a essayé de voir et regarder ensemble quelle serait la mise à disposition ou la disposition initiale pour pouvoir répondre et mettre en place ces convois. Je pense qu'on est dans une situation qui est plutôt pas mal, mais bien sûr, il faut augmenter ces besoins. Ethiopian Airlines a officiellement lancé hier un nouveau vol vers Zurich en Suisse. Actuellement, Ethiopian Airlines dessert Genève 3 fois par semaine, ce qui passera à 4 vols hebdomadaires d'ici fin d'octobre. Avec le lancement des services vers Zurich, les vols d'Ethiopian Airlines vers la Suisse passeront à 7 par semaine. Zurich est le centre financier et industriel de la Suisse et arbitre le siège de plusieurs organisations internationales, dont la FIFA, l'instance dirigeante du football. Zurich sera la deuxième destination après Genève en Suisse. Lors de la cérémonie de lancement, il a été indiqué que le nouveau vol vers Zurich d'Ethiopian Airlines contribuera à renforcer davantage les relations économiques, sociales et politiques entre les pays africains et européens. Le chef adjoint de mission de l'ambassade de Suisse en Éthiopie, Olivier Owen, a déclaré que le nouveau vol vers Zurich renforcera davantage les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Suisse, notant que la ville est le centre des affaires et de la finance en Suisse. Ethiopian Airlines a également étendu ses services au Zimbabwe, Bulawayo, augmentant sa destination à 3 dans le pays. Le nouveau vol vers Bulawayo, qui est l'un des centres industriels de Zimbabwe, contribuera à renforcer la coopération économique, politique et diplomatique des deux pays. Et pour conclure le journal, l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a signé un protocole d'accord tripartite avec 2 institutions pour accélérer la réforme de l'économie numérique de l'Éthiopie grâce à la technologie contemporaine de l'intelligence artificielle. L'Institut a signé le document avec Wale Cloud, une entreprise technologique, partenaire du groupe Alibaba, et Keali Strategic Advisor Service, une société locale de conseil stratégique. L'accord visera à lancer le système de commerce électronique d'Alibaba en Éthiopie qui fournit la plus grande technologie d'achat sur Internet au monde. Le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Warku Gachana, a déclaré que l'accord accélérera la transition économique numérique que l'Éthiopie a entamée en introduisant la technologie que le monde utilise dans notre pays. Pour sa part, Yingji, directeur principal de vente de Wale Technology Group Éthiopie, s'est dit heureux de pouvoir travailler dans le domaine de la technologie. Ermias Amelga, directeur général de Keali Strategic Advisor Service, a souligné qu'il est possible d'être compétitif au niveau international dans divers domaines et bénéficiant de ces secteurs technologiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre éthiopien Abiy remet les prix aux familles des héros du panafricanisme décédés. L'Éthiopie dit qu'elle ne regardera pas les bras croisés lorsque les bailleurs de fonds occidentaux du TPLF entravent la paix.